Latour est un village tranquille de Haute-Savoie, au pied des Alpes. C'est dans ce havre de paix que vit Michel Pasquier. Au fil des ans, il s'est lié d'amitié avec son voisin installé dans la maison mitoyenne. C'était sa maison, là. Au début du mois de juin 2014, il s'aperçoit que son ami ne donne plus signe de vie, ce qui n'est pas dans ses habitudes. On se voyait tous les jours, soit en rentrant du travail, soit le week-end pour prendre un verre ou pour se rendre service en tant que voisin, quoi. Et donc de ne pas le voir plusieurs jours de suite, je me suis inquiété. Alors que quand il avait l'occasion de se déplacer pour des vacances ou professionnellement, il me demandait de surveiller la maison. Michel Pasquier téléphone à plusieurs reprises à son voisin, mais personne ne décroche. Il va juste recevoir un étrange SMS. Il me disait qu'apparemment il était en congé et qu'on se verrait prochainement, quoi. Ça ne correspondait pas à son orthographe et sa façon de communiquer, quoi. Il était plutôt du genre direct, à dire ce qu'il avait à dire, soit de vive voix, soit par téléphone. Michel Pasquier a du mal à croire que son voisin soit parti en vacances sans le prévenir. Sans nouvelles, il finit par alerter les gendarmes de la disparition inquiétante de son ami. Jean-Luc Thiebaud était un charpentier apprécié dans la région. Un mois après sa disparition, son cadavre est retrouvé enterré dans le village voisin. Il a été tué par balle. Un suspect est rapidement interpellé, José Evangelista, 41 ans, un élu local. Il aurait abattu le charpentier qui était l'amant de sa femme et qui menaçait de quitter le domicile conjugal. Mais José Evangelista clame son innocence et contre toute attente, il est maintenant soutenu par sa femme qui nie l'avoir trompé. Qui dit vrai dans cet étrange ménage à trois criminel? Au village de Latour, les gendarmes cherchent à établir l'emploi du temps du charpentier avant sa disparition. Le 27 mai 2014, en début de soirée, Jean-Luc Thiebaud est chez lui, en train de préparer son repas. Il reçoit un appel de son ancienne belle-sœur. Mais tout à coup, on sonne à sa porte. Le charpentier lui dit qu'il a de la visite et promet de la rappeler, ce qu'il ne fera jamais. À qui Jean-Luc Thiebaud a-t-il ouvert sa porte? Les gendarmes interrogent son entourage pour comprendre ce qui a pu lui arriver. Pour les proches du disparu, Jean-Luc était un bon vivant qui menait une vie a priori sans histoire. Charlie est le meilleur ami de Jean-Luc Thiebaud. Les deux hommes partageaient la même passion pour les Harley Davidson. Ils faisaient souvent des virées avec leurs copains sur leurs grosses cylindrées. Ah oui, c'était un bon gars, puis on faisait souvent des tours ensemble, ça c'est vrai que le week-end. Ici, c'était au Sainte-Marie-de-la-Mer, on était partis avec des copains en moto. On avait été voir la procession, tout ça, des gitans qui voulaient voir, puis qu'on a passé une semaine là-bas, quoi. Magnifique. Ça, c'est chez lui pour son anniversaire, parce qu'il adorait jouer du saxo. Jean-Luc Thiebaud avait monté son entreprise de charpente depuis une vingtaine d'années. Ce père de 3 enfants vivait seul depuis son divorce. Mais depuis peu, il avait rencontré une femme. Jean-Luc Thiebaud n'était plus le même. Juste avant sa disparition, il avait même annulé une virée à moto avec ses copains. Il me dit « Oh non, je reste là, j'ai trouvé une copine que j'ai connue il y a très longtemps quand on était plus jeune. On avait 18 ans, tout ça. Et j'ai dit « Mais qui c'est ?» Il me dit « Oh, je te la présenterai et tout, elle s'appelle Fabienne. » Il avait l'air amoureux. Le problème, c'est que cette femme, directrice d'une agence de voyage près de chez Jean-Luc Thiebaud, est mariée. Fabienne, 47 ans, vit depuis 20 ans avec José Evangelista. Le couple a 2 enfants. Fabienne venait parfois en cachette chez le charpentier à l'heure du déjeuner. Et Michel, le voisin, avait été le témoin amusé de ces visites clandestines. Je l'ai aperçue ici, mais elle ne veut pas se faire remarquer, quoi. Elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Elle se faisait très discrète quand elle venait. Mais au domicile du couple Evangelista,
José a découvert depuis quelques semaines que sa femme le trompe. Il a découvert sur l'ordinateur de Fabienne des mails compromettants échangés avec le charpentier. Bonjour ma chérie, encore merci pour ces moments passés ensemble et particulièrement hier. Je pense à toi et t'embrasse tendrement mon cœur. Gros bisous, je t'aime, ton chéri. La femme mariée lui a même envoyé plusieurs photos. Fabienne lui promet de quitter son mari, à qui elle a avoué sa liaison. Mais elle craint ses réactions violentes, car il est fou de rage à l'idée de la voir partir. José Evangelista aurait-il supprimé son rival ? Pour les gendarmes, le mari trompé devient alors le suspect numéro 1 dans la disparition mystérieuse de Jean-Luc Thiébaut. Car plusieurs éléments accablants vont renforcer les soupçons qui pèsent sur lui. Le premier indice mène à cette zone artisanale de Latour, près de chez Jean-Luc Thiébaut. Les gendarmes y ont découvert des traces du passage du disparu. Et elles ne sont pas rassurantes. Car les enquêteurs savent maintenant que le charpentier y a sans doute été victime d'un crime. David Gossard, journaliste local, a suivi toute cette affaire. À l'époque, il a enquêté sur ce premier rebondissement. On est juste devant le parking de l'entreprise où a été découverte la douille de 9 mm et des débris de pare-brise de la voiture de la victime. Il y a des traces de sang qui ont fini par être attribuées aussi à la victime sur ce parking. La taille de la mare de sang est impressionnante. Elle prouve que Jean-Luc Thiébaut a été gravement touché. Les nombreux débris de verre montrent la violence de l'altercation. Le charpentier aurait-il été abattu par le mari trompé ? L'hypothèse, c'est que les deux hommes se sont retrouvés ici. Qui a amené l'autre? Est-ce qu'il l'a forcé? Est-ce que c'était un rendez-vous pour un prétexte fallacieux? Il y a eu une altercation ici, ça a dû démarrer ici d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr. Une autre pièce de ce puzzle criminel est retrouvée à 40 km de Latour, à Genève exactement. C'est la voiture du charpentier. Elle se trouve dans une rue tout près de l'entreprise où travaille José Evangelista. La vitre avant gauche est cassée. La voiture du suspect est passée au peigne fin par les experts scientifiques de la gendarmerie. Visible en bleu sur ces images, il découvre, grâce à un révélateur, de nombreuses taches de sang du charpentier. Il y en a dans l'habitacle et surtout dans le coffre. Au vu de tous ces indices compromettants, José Evangelista est placé en garde à vue. Les enquêteurs perquisitionnent sa maison. Ils fouillent son véhicule. Dans son sac, ils font une découverte capitale, le téléphone du charpentier disparu. Le suspect l'aurait utilisé pour envoyer des SMS en se faisant passer pour Jean-Luc Thiébaut. Durant une dizaine de jours, il aurait adressé de faux messages rassurants à ses proches et à Michel, son voisin. Une manipulation pour faire croire qu'il est toujours en vie. Les gendarmes convoquent aussi la femme de José, Fabienne. Ils veulent connaître la nature exacte de sa relation avec le charpentier. Elle confirme être sa maîtresse et son désir de quitter le domicile conjugal. C'était mon amant. J'avais l'intention de partir vivre avec lui. Mon mari refuse l'idée que je puisse le quitter. Voilà ce qui aurait poussé José Evangelista à tuer son rival. La découverte du corps du charpentier va sceller son sort. Le corps de l'amant est retrouvé enterré dans un bois, près d'un chemin qui mène tout droit au domicile du mari, à seulement quelques dizaines de mètres. Dans ce secteur boisé-là, il a été retrouvé dans un trou qui avait été creusé, pas très profond. Il est recroquevillé en position fétale, puisque le trou est relativement petit par rapport à la corpulence du garçon. À l'autopsie, on trouve, je crois, 2 impacts de balles de 9 mm, dont une à la tête mortelle et une à l'épaule. Les preuves accablantes s'accumulent contre José Evangelista. Le mari trompé a du mal à se justifier, mais il s'obstine à clamer son innocence. Accusé d'assassinat, José Evangelista est incarcéré à la prison de Chambéry. Pour son avocat, Maître Cormier, le scénario ne colle pas. Evangelista ne pouvait pas, en moins de 2 heures, tuer et enterrer le charpentier.
On suppose que José, dans un temps de là très court, aurait d'une certaine manière, et on ne sait pas comment, convaincu la victime à se rendre sur un parking qui est au bord d'une route, décider de le tuer là, prendre la voiture de la victime, charger une victime qui fait près de 100 kg d'après les témoins, la mettre dans le coffre, aller, on ne sait pas pourquoi, chez lui, et à 100 mètres de chez lui, 200 mètres de chez lui, l'enterrer dans un champ où il est au vu et au su de tous les voisins. Il y a des choses presque ubuesques dans ce scénario. À Saint-Jean-de-Tholome, l'incarcération de José Evangelista en a surpris plus d'un. Car ce conseiller municipal sans histoire était connu et apprécié. José Evangelista entraînait aussi les jeunes du club de football. Son ancien président, joint au téléphone, se souvient d'un éducateur exemplaire. Ah, très gentil. Très gentil, il s'occupait des gamins, mais impeccable. Et j'ai jamais vu coléreux, exploser, disons, péter des plombs, voilà. Tribunal d'Annecy, novembre 2016. À son procès, José Evangelista nie toujours être l'assassin de Jean-Luc Thiébaut. Quand Fabienne, sa femme, arrive à la barre, c'est la stupéfaction. Car tout le monde s'attend à ce qu'elle accable son mari, accusé d'avoir tué son amant. C'est tout l'inverse. Elle soutient avec aplomb qu'elle n'était pas la maîtresse du charpentier. José n'aurait donc eu aucune raison de le tuer. Maître Iglesias, l'avocate de la sœur du charpentier, avoue être tombée des nues en écoutant cet incroyable revirement. Ce jour-là, elle a plutôt insisté sur le fait qu'ils étaient juste amis et non amants, qu'il n'y avait aucune relation amoureuse ou peut-être des baisers échangés mais pas plus. Elle a dit non, on n'avait pas de relation, non, non, non. Et c'est vrai qu'on n'a pas compris. Car Fabienne avait bien confié à des proches qu'elle avait une liaison avec le charpentier, ce qui est aussi confirmé par l'enquête des gendarmes. Déjà, il s'appelait souvent, il s'envoyait des petits messages, elle avait les clés de chez lui, il lui faisait des cadeaux, il lui donnait de l'argent régulièrement. En fait, il lui laissait des petites enveloppes pour ses frais d'avocat si elle avait prévu de divorcer ou même pour lui faire plaisir parce que c'était quelqu'un de très généreux. Et c'est vrai qu'elle se vantait un petit peu partout de dire qu'elle était peut-être, qu'elle allait sûrement hériter. Donc, M. Thiébaut lui avait dit qu'elle aurait la moitié de la maison s'il lui arrivait quoi que ce soit. En dépit du soutien désespéré de sa femme, José Evangelista est condamné à 20 ans de prison, mais il a fait appel de sa condamnation. Pourquoi Fabienne Evangelista a-t-elle finalement décidé de soutenir son mari? S'est-elle sentie coupable d'être l'enjeu de cette affaire criminelle? Au téléphone, elle nous a juste confirmé qu'elle avait toujours cru en l'innocence de son mari. Je soutiens mon mari, mes enfants soutiennent leur papa. On est tous derrière lui, ça de toute façon. Pas une seule fois on a eu l'ombre d'un doute. On est sûr qu'il y a une erreur judiciaire. Les proches de la victime, eux, n'ont pas de doute. Paulette, sa sœur, est anéantie par la douleur. De toute façon, il n'y a que ça pour me consoler maintenant. Elle espère que l'assassin présumé de son frère sera lourdement condamné. Qu'ils prennent 40 ans. Et encore, dans 40 ans, mon petit frère il me manquera aussi. Enfin, moi, je ne serai peut-être plus là, mais... C'est au tribunal de Chambéry que José Evangelista va être jugé en appel. 4 jours d'audience devant la cour d'assises. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.